Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette dernière séquence des Journées nationales de la FNOJEC. Le programme de la matinée, le voici. Pour commencer, une séance de questions-réponses en direct. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de discours. Les dirigeants de la FNOJEC sont à vous. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Ça va nous amener jusqu'à 10h30, plutôt 11h moins le quart, en fonction du nombre de questions qui seront posées. Il y aura ensuite une pause café. Et ensuite, il y a un moment vraiment pour lequel je vous invite à être présent naturellement. C'est une conférence de quelqu'un qui est absolument exceptionnel, qui est un Toulousain, qui s'appelle Philippe Perrin, qui est un spationaute. Et il a intitulé sa conférence « Un avenir parmi les étoiles ». Et ce type est vraiment extraordinaire. J'ai eu le bonheur d'échanger avec lui. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « En apesanteur », que je vous recommande parce qu'au-delà de son aventure spatiale, il y dévoile beaucoup de choses avec une grande sensibilité, une grande finesse, et c'est remarquablement écrit. Donc on va commencer tout de suite avec notre séance, avec les dirigeants de la FNOJEC, et j'appelle pour y participer Pierre-Vincent Guéret, que je ne vous présente plus, Jean-Christophe Carrel, qui est membre du conseil d'administration de la FNOJEC et expert financier, Christine Cormeret, qui est présidente de l'UDOJEC du Havre, en Normandie, et qui est trésorière de la FNOJEC, Marie Tertrais, la présidente de l'UDOJEC de Vendée, vice-présidente de la FNOJEC, et enfin Stéphane Ponchon, qui est le secrétaire général de la FNOJEC. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de discours introductif. Vous pouvez les applaudir, ils le méritent. Et voilà comment les choses vont se passer. Si vous avez des questions à poser, levez la main. Je me dirigerai vers vous avec mon micro. Comme hier, même si les recommandations que je vous ai données n'ont pas forcément été suivies à la lettre, merci de faire court de manière à ce qu'on puisse enchaîner le maximum de questions. Alors, qui a des questions? Alors, je commence par vous, monsieur. Peut-être une présentation, qu'on sache qui vous êtes. Vous le gardez? Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Emmanuel Courtin-Lagarde. Je succède à Olivier Vian au poste de président de l'UDOJEC 0931. Et par ailleurs, j'ai été président de la Fondation Saint-Mathieu, ainsi que dans, bien évidemment, d'autres OJEC. Moi, ma question va porter sur le bénévolat. Le bénévolat, on est tous plus ou moins dans 5, 6, 10, 15 OJEC. Et je trouve qu'il y a une crise un petit peu des vocations. Il y a pratiquement 30 ans, quand je rentrais dans mon premier OJEC, j'étais très jeune. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins jeune, j'ai passé la cinquantaine, mais je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont encore un peu plus âgés que moi ici, et je me dis qu'il n'y a pas forcément de renouvellement. Donc j'aimerais qu'on trouve une solution pour à la fois simplifier peut-être un petit peu les structures. Pour vous donner un petit exemple, et après je vais aller directement à la question, nous avons une région Midi-Pyrénées, une région Languedoc-Roussillon, et aujourd'hui nous avons la région Occitanie. Ça veut dire qu'il y a 3 niveaux de décision pour une seule entité réelle. Voilà, donc ça c'est ma première remarque. Je dirais pas un grief, mais c'est peut-être un peu dommage à l'heure où on doit tout simplifier de devoir finalement multiplier les structures. Et ensuite, la deuxième partie de la question, c'est arriver à mutualiser, puisque les fonctions de président du DOJEC ou de la Fondation Saint-Mathieu Haute-Garonne permettent d'avoir une vision holistique. Et en ayant cette vision holistique, on s'aperçoit qu'il y a des écoles qui sont en grande difficulté. Et je trouve un peu dommage que nos territoires ne sachent pas mutualiser, peut-être à la fois les OJEC, mais il y a d'autres services qui peuvent être mutualisés et donc permettre finalement une simplification, une plus grande cohésion de nos territoires. C'est une question pour le président, mais avant de passer la parole à Pierre-Vincent Guéret, vous avez évoqué le renouvellement, sachant que quand on a moins de 50 ans, on est jeune. Levez la main les moins de 50 ans. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai. Ouais, vous êtes sûr, il n'y en a pas qui se cache, là? Voilà. Pierre-Vincent, c'est à vous. Oui, il y en a ici aussi. Pierre-Vincent, c'est à vous pour la réponse.
Ouais, c'est sympa de démarrer par une question aussi simple. Merci Emmanuel. Deux niveaux de réponse. Oui, il faut se préparer un jour à une évolution statutaire. Mais vous savez comme moi que le statut de l'enseignement catholique se discerne, et donc traduction, il faut 15 ans, quoi. Mais ce n'est pas un problème. Commencer une réflexion aujourd'hui pour en toucher les fruits dans 15 ans, c'est responsable. Ne pas la commencer, c'est se retrouver devant le mur. La deuxième, je ne vais pas creuser la partie que tu évoques sur la question mutualisation. C'est un sujet qu'on vient d'évoquer ce matin là, avec mes collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les moyens techniques qui facilitent la vie du bénévole, il faut qu'on les travaille. Je vais juste vous partager une réflexion peut-être plus profonde ou plus... certains d'entre vous me diraient, parce que je l'aurais déjà partagé, un peu bisounours. Je ne crois pas à la crise du bénévolat. J'y crois pas. Je suis réaliste. Elle existe partout, y compris chez nous. Maintenant, on a deux façons de voir les choses. Soit on se dit, il y a une crise, on est stressé, on va tous mourir. Voilà, bon, ok, dans ce cas-là, on s'en va. Soit on se dit, on est obligé de faire comme si elle n'existait pas, ne serait-ce que pour tenir le temps de traiter le sujet statutaire. Et pourquoi j'y crois pas? Déjà parce que je vois cette assemblée. Deuxièmement, parce que les parents qui viennent chez nous, alors il y a un vrai sujet de relation, est-ce que des parents peuvent être à l'OGEC? Moi, j'ai ma position, je l'ai déjà redit 1000 fois, il faut des OGEC qui soient divers, mais interdire les parents, c'est se couper la pompe aspirante nécessaire et structurelle. Et un parent qui confond son rôle de bénévole avec son rôle de parent, eh ben, il rentre et il sort. Mais c'est faire injure à tous ceux d'entre nous qui n'avons jamais confondu nos rôles, voire pire, qui nous sommes plus occupés d'être discrets sur nos enfants. Voilà. Ensuite, plus l'OGEC fonctionne, plus il soutient l'établissement, plus on est plusieurs pour fonctionner, plus il y a la queue à la porte. Moi, je n'ai jamais connu, j'ai peut-être une chance inouïe, de problème de recrutement de bénévoles. Jamais. Les gens veulent aller à l'OGEC parce que ça a l'air sympa. Ils ne savent pas pourquoi, on ne leur a pas totalement dit ce qui allait se passer, mais ils viennent. Et ça, regardez ces moments-là, convivialité et rigueur, fin du sujet, il y aura des bénévoles. Allez, j'espère qu'il vous a convaincu. Hein? Vous aviez une question, monsieur. Présentez-vous pour commencer. Christian Leroux, je suis président de l'UDOGEC de l'Orne et secrétaire de l'UROGEC de Normandie. Moi, ma question, ça concerne l'évolution démographique qui est en France et la baisse importante qui est plus ou moins accentuée selon les territoires. Moi, je suis sur un département où on m'annonce 25% de baisse de la population scolarisable dans les 5 ans. 25% de baisse? Oui. C'est extrêmement important. C'est un département assez rural, très rural d'ailleurs. Et je voulais savoir un petit peu comment la FNOGEC voyait l'évolution au niveau de nos structures et puis quelles étaient les préconisations financières qui étaient faites. Très bien. Alors, juste une petite excuse pour Marine de Montalivet. Je devais laisser apparaître une petite vidéo que j'ai évidemment oubliée. Ça nous a fait gagner quelques minutes. Mais c'est comme ça. Voilà. Il y en aura une autre vidéo tout à l'heure. Je ne l'oublierai pas, celle-là. Vous avez levé la main tout à l'heure, madame, pour poser une question. Allez-y. On n'a pas la réponse pour la démocratie. Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, vous voyez. Ouais. Excusez-moi, je suis tellement dans mon truc, je veux oublier aucune question et je voulais surtout voir si la salle était réveillée. Le test a été conclu. Voilà. Alors sur la démographie, qui répond? Juste peut-être Stéphane. Vous n'avez pas par hasard profité des charmes de l'UROGEC de la région centre hier soir avec moi? Non, hier soir, je vais vous dire, c'était impossible pour moi d'être ailleurs que devant ma télévision pour voir la France battre l'Écosse. Voilà. Ça a été un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Ça a été un vrai sujet. Ça. Ouais. Moi, je veux bien répondre apporter un début de réponse sur la démographie, qui est une vraie question, puisque c'est un sujet qui a commencé il y a 14 ans, en fait, en 2010. Alors, je vais donner 2 chiffres qui sont intéressants. Le nombre de naissances en 2010 sur l'année a été de 802 000.
Et en 2024, le nombre de naissances est de 623 000. Donc voilà, il y a une vraie différence et qui, tous les ans, s'accroît en fait. Donc il y a un vrai sujet et qui, évidemment, va impacter nos établissements. Et qui va impacter nos établissements sur, même s'il n'y a pas de carte scolaire chez nous, à un moment donné, mathématiquement, il y a des régions qui commencent à être touchées. C'est ce que vous disiez pour la région qui vous concerne. Ça veut dire que ça va impacter en fait les deux types de ressources qu'on évoquait hier pour nos établissements, qui sont les ressources privées, celles des familles, et puis les ressources publiques, parce que moins d'élèves, ça veut dire moins d'argent. Ça veut dire qu'il faut, je pense, commencer à réfléchir, et ça rejoint peut-être la question que vous aviez, par laquelle on a commencé, sur la simplification des structures. Je pense qu'il faut quand même commencer à réfléchir sur des mutualisations, de vraies mutualisations entre établissements, entre UDOGEC, entre UROGEC. Le travail qu'on évoquait hier avec les collectivités, quand on peut le faire, sur un certain nombre de services. Sur le fonctionnement, ça veut dire qu'il faudra aller vers plus de sobriété. Et puis sur l'investissement, il va falloir être beaucoup plus prudent. Ne pas partir peut-être dans des grandes constructions, sachant que on n'est pas sûr que les effectifs soient là. Peut-être que Jean-Christophe, toi, tu auras plus de préconisations. Sur l'aspect peut-être financier, effectivement, des outils, nous, ce qu'on commence à voir dans les OGEC, et ça paraît pas mal, c'est... Alors le mot est un peu vulgaire, un peu capitalistique, mais c'est ce qu'on appelle des stress tests, c'est-à-dire en fait qu'on fait une projection financière on a l'habitude de faire 3-5 ans avec un PPI qui va avec, un investissement. Là, il faut essayer de pousser peut-être à 10-12 ans. Puis le stress test, c'est de dire, j'anticipe une baisse démographique, malheureusement. Et effectivement, c'est de voir comment le modèle tient et puis avoir un ordre de grandeur, parce qu'il n'y a pas de mystère. C'est le seul levier. Alors, il y a le politique, puis on a compris hier que pendant quelques années, ça allait être un peu compliqué. Ça va être une question effectivement de mutualisation, d'économie éventuelle, mais ça va être la question des tarifs à un moment. Enfin, si tout le monde veut demeurer... donc, ce qu'on peut chiffrer, c'est quel est le tarif moyen qu'il faudrait atteindre dans 5-7 ans si on intuite une baisse de la démographie. En fait, la vraie difficulté, nous, on n'arrive pas trop. Je suis preneur de vos réponses. C'est comment on peut connaître la prospective démographique de notre bassin, de notre territoire, parce qu'on a des éléments macro, mais au-delà de ça, mais c'est une donnée qui est nécessaire maintenant à pratiquer dans les OGEC pour faire cette prévision, quitte après à se dire si malheureusement ça passait pas. Alors sur les tarifs actuels, moi, il y a peut-être un levier, c'est les tarifs sociaux différenciés, parce qu'effectivement, ce n'est pas le modèle principal, en nombre en tout cas. Et pour les OGEC qu'on a vu passer du tarif unique au tarif différencié, finalement, au bout du bout, il y a eu des gains de ressources, en fait, finalement. Je pense que c'est quelque chose qui fait peur, parce qu'il faut demander des avis de revenus, des éléments de CAF aux familles, donc on y va à reculons, c'est clair qu'on n'est pas à l'aise. Mais financièrement, au bout du bout, il y a quand même le plus souvent des bonnes surprises. Donc c'est aussi un sujet. Puis la compression des moyens, malheureusement, la disette risque de durer un peu, ouais. Merci Jean-Christophe Carrel. Allez. Moi, je voulais rajouter que allez-y. au niveau de la Normandie, notre directeur diocésain nous serine cette problématique démographique depuis 5 ans au moins. Et son objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'écoles isolées et que chaque école élémentaire soit rattachée à un collège ou un lycée, de manière à ce que cette mutualisation puisse s'opérer. Donc je voulais vous faire part de ce témoignage normand. Une piste intéressante, oui. Marie Tertrais. Nous, c'est pareil, c'est vrai que c'est un territoire où on a quand même beaucoup d'élèves, et donc forcément on baisse beaucoup. Par exemple, l'année dernière, c'était presque 800 élèves, donc c'est pas anodin. Là, on parle du département de la Vendée. Oui, tout à fait. Mais même en Pays de Loire, la Bretagne, c'est pareil, Lille aussi. Et en fait, il faut savoir réagir et en fait commencer déjà à changer nos modèles pour en fait ne pas arriver à un mur, en fait. Donc en fait, on se fait accompagner dans nos territoires pour justement avoir ce regard pour pouvoir anticiper. Très bien, merci. Allez, un truc parce qu'il y a un vrai sujet sur les écoles isolées, ce que vous évoquiez. Là, on est en train vraiment de constater, il y a un tiers des établissements qui sont systématiquement des écoles isolées, donc des écoles rurales, etc., de petites structures, qui sont vraiment nettement en train de passer sous les seuils des ratios en fait en termes de CAF et de fonds de roulement, et qui commencent à être en vraie difficulté. Donc c'est maintenant en fait qu'il faut vraiment penser le problème de la mutualisation. Il faut vraiment anticiper par rapport aux données démographiques que M. Leroux nous citait tout à l'heure. C'est enfin à vous, madame. Vous avez été très patiente, je vous en remercie. Présentez-vous et dites-nous sur quel thème vous voulez poser une question.
Alors moi, c'est beaucoup plus terre à terre. Donc moi, je suis Marie-Aurore Pilorget, dite Mao, présidente de l'Udogec de l'Eure, Évreux. Il y a beaucoup de Normands. Hein. Oui, on est en force. Non, moi, je voulais parler de la DGFiP. J'ai eu plusieurs contrôles de ces charmants inspecteurs des impôts qui ont débarqué chez nous. On a commencé, nous, un petit peu à lister les anomalies. Est-ce que vous avez prévu de le faire, de pouvoir nous les redescendre pour qu'on puisse préparer nos établissements? Et puis, surtout, pouvoir rassurer nos présidents. C'était ma grande mission de ma venue aujourd'hui sur ce congrès. Donc voilà, j'aimerais avoir votre retour. Alors ça, c'est une question pour Jean-Christophe Carrel. Effectivement, les contrôles des DGFiP ont commencé à prendre corps. Alors au niveau de la FNOGEC, on a identifié une trentaine de contrôles débutés et clos à date, en fait. Alors au niveau de sur le fond, en fait, effectivement, c'est pour la petite histoire, c'est effectivement l'État qui a tapé un peu sur les doigts, à la fois sur le ministère de l'Éducation et sur le ministère des Finances, sur augmenter le nombre de contrôles dans nos entités, de par notamment le contexte actuel. En fait, effectivement, ça n'y est pas étranger, donc les choses sont parties. Alors les DGFiP sont partis, donc c'est l'échelon départemental en fait de la DGFiP de Bercy. Ils sont tous partis un peu en ordre dispersé, alors avec quelques va-t-en-guerre, mais les premiers contrôleurs, et le terme des contrôles est plutôt rassurant sur le fond. Alors ce sont des gens qui, c'est pas l'inspection fiscale, hein, ils viennent regarder un certain nombre de choses. Ce qu'on peut retenir, c'est que ils regardent quand même si on peut leur présenter entre ce que payent les familles et ce que paye la puissance publique sur la scolarité, c'est si on est dans le respect de la loi Debré. Alors ça renvoie à charge de caractère propre, pas charge de caractère propre. Le problème, c'est que la plupart des comptes analytiques de nos OGEC présentent le compte de résultat de la scolarité, mais on n'a pas cette distinction, donc on est obligé de faire un petit Excel à côté. Mais après, à partir du moment où on leur montre l'Excel, et pour 90% des contrôles, une des recommandations, un des constats en fait de la DGFiP, c'est de dire heureusement que les familles payent plus que ce qu'elles devraient, parce que ça compense, si vous voulez, l'insuffisance des forfaits publics. Et donc la conclusion va plutôt dans l'autre sens en fait. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fond et la forme. La FNOGEC a vu Bercy directement, le ministère, pour essayer de cadrer la note de contrôle qui a été diffusée aux inspecteurs, parce qu'il y avait quand même pas mal d'approximations, d'anomalies, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a des contrôles qui vont, à mon avis, se continuer, mais dans une logique qui est plutôt avec des gens qui sont plutôt de... Alors, sauf à tomber sur celui qui a une posture anticléricale, bon, ça pourra arriver le cas échéant, mais on n'en a pas encore identifié. Ils regardent le contrôle interne, ils regardent les délégations, les procès-verbaux de conseil d'administration. Alors, ce qui est prévu pour l'ensemble du réseau, en fait, Stéphane et ses équipes mettent en place un webinaire qui se tiendra début mai, d'1h30, 2 heures. On prendra le temps qu'il faut, avec sûrement des animations en région, pour vous rentrer plus dans le détail, vous montrer des types de rapports, les recommandations, les remarques qui reviennent le plus régulièrement. Mais ils sont, en termes de thématiques, il y a le contrôle interne, il y a le juridique, il y a effectivement le compte de résultat de la scolarité, puis il y a aussi tout le volet gestion des temps du corps professoral. Enfin, il y a les aspects des contrôles des articles du Code de l'éducation qui sont autres que financiers, en fait. Ouais, en fait, alors il faut retenir globalement, ça se passe bien, hein, faut rassurer les personnes. Il y a tout un volet juridique, c'est-à-dire qu'il faut rassembler en fait toute la documentation juridique de l'établissement, c'est-à-dire le contrat déjà, c'est tous les avenants, tous les textes, tous les baux, tout ce qui concerne en fait la vie juridique de l'établissement. Donc ça, il faut que ce soit au carré parce qu'ils les demandent. Après, la vraie question, c'est le contrôle interne. En fait, ils viennent vérifier qu'il y a un vrai contrôle interne qui est mis en place. Alors je rappelle qu'il y a des documents qui avaient été pondus par la FNOGEC en 2020, qui demanderont sûrement à être réactualisés, mais qui peuvent être déjà utilisés. Et puis après, concernant effectivement l'affectation des fonds pour la scolarité, eux, ils cherchent à voir en fait, voilà, les ressources privées et les ressources publiques. Et dans le document qui a été travaillé en fait avec la DGFiP, la FNOGEC et le secrétariat général, le document auquel la DGFiP fait référence pour la transmission des comptes au DDFiP, c'est le fameux CFRR, CFRA, je ne sais pas si ça vous parle, ce qui est un document Excel qui avait été construit par la FNOGEC il y a des années et dont il préconise l'utilisation. Donc voilà, il faut retenir que ça se passe bien. Et nous, ça nous permet en fait de nous re-questionner sur nos fonctionnements, de formaliser un peu les choses, parce que quelquefois on oublie. Donc je pense qu'il faut le prendre au contraire comme quelque chose, une bonne opportunité qui va nous permettre en fait d'être encore plus efficace, quoi. Donc on retient 3 choses. 1, ça se passe bien. Deuxièmement,
Deuxièmement, il faut bien les préparer pour être en mesure de répondre aux questions. Et troisièmement, il y aura, et ça c'est important, un webinaire dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, au cours desquels il y a un certain nombre d'informations qui seront données. On passe à la question suivante. Oui, juste très rajouter, vite. Hein. Je suis désolée, j'arrive toujours en... Oui. Allez-y. En tant qu'ancienne expert comptable, je disais toujours à mes clients, quand il y a un contrôle fiscal, parce que finalement, ça n'est autre que cela, surtout, on répond à la question, mais on n'en dit pas plus. Parce que plus vous allez vous étendre sur des sujets et plus on va aller vous chercher dans des domaines que vous n'aviez pas prévus. Donc la règle d'or, on ne répond qu'à la question et pas autre chose. Très bien, merci pour cette précision. Monsieur, présentez-vous. Alors Nicolas Combe, je suis président de l'UDOGEC du Maine-et-Loire et président UROGEC des Pays de la Loire. Moi j'ai une question qui risque un petit peu de plomber, mais je pense que c'est important qu'on la pose. L'actualité nous interpelle actuellement sur des dossiers comme Betaram. Et qu'en pensez-vous au niveau de la FNOGEC, sachant que j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir potentiellement aussi d'autres questions dans certains autres endroits. Donc voilà. Ça c'est une question pour le président. C'est à vous de vous y coller, Pierre-Vincent. C'est comme un contrôle fiscal, il faut que je réponde à la question. Ah oui, il faut répondre à la question. Okay. Et qu'à la question j'ai déjà écrit un communiqué sur le sujet. Philippe Delorme a été très clair hier. Voilà. Donc mes propos ne vont peut-être que répéter la même chose. L'actualité fait mal, l'actualité est réelle. Il y a des crimes, il y a des sanctions qui auraient dû tomber, elles ne sont pas tombées, la victime n'a pas sa réparation, c'est inadmissible. Voilà. Je le dis, s'il y avait un sujet sur lequel il n'y a pas beaucoup qui m'énerve, mais sur lequel j'ai honte, un moment de ce bénévolat que j'ai choisi, il est là. Après, soit on bat notre coulpe, on s'en va, on fait pénitence, tout ce que vous voulez. Je considère que dans cette salle, il est vraisemblable que comme dans 99% des OGEC, 99% des chefs d'établissement, c'est peut-être une erreur de ma part, mais nous ne sommes pas concernés et nous sommes éclaboussés. Nous ne pouvons pas accuser ceux qui utilisent ça. Je suis désolé, je serai peut-être un peu long, mais parce qu'il y a deux niveaux dans votre question. Certains utilisent ça pour aller plus loin. Ce n'est pas admissible non plus. Mais il faut qu'on réponde à la question des victimes. Et en fait, avant les victimes, nous ne sommes pas magiciens, nous ne sommes pas thérapeutes. Nous ne pourrons pas réparer la blessure qu'ils porteront toute leur vie. Voilà. Donc il faut être assez humble sur ce sujet. Le deuxième, c'est sommes-nous capables de répondre aujourd'hui, dans nos fonctions respectives, aux parents qui choisissent l'enseignement catholique, ceci était loin, ceci est loin dans le temps, ceci ne se produit plus. Si vous savez répondre oui, les yeux dans les yeux, ce que nous devons faire. Sinon, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a sécurisé notre fonctionnement. Si nous hésitons dans la réponse, ça veut dire qu'il faut qu'on sécurise notre fonctionnement. Donc dans l'affaire que vous pointez, je suis persuadé qu'elle illustre une erreur d'interprétation de ma part. Le grand bazar de l'enseignement catholique, qui n'est pas une verticalité, mais qui est une subsidiarité, pour moi, avait comme avantage, par rapport à la complexité qu'on connaît tous, de permettre des fenêtres d'interpellation de tout le monde, d'empêcher qu'il y ait un couvercle. L'OGEC, on est nombreux. Le chef d'établissement, il n'est pas le patron des enseignants. On sait bien que ça fuite dans tous les sens. Les parents d'élèves sont présents. Mettre un couvercle et verrouiller tout ça, moi je pensais que c'était impossible. La preuve est que peut-être c'est possible. On n'est pas enquêteur, on ne va pas traiter cette affaire de Betaram, mais on va la questionner. Côté FNOGEC, UDOGEC, nous allons chercher à savoir ce que nous savions. Si on ne savait rien, c'est un problème. Si on savait, c'est un autre sujet. Non pas pour faire l'enquête à la place de l'enquête, ça, il y a la justice pour le faire, voilà. Mais dans nos responsabilités, qu'est-ce qui a loupé et comment on construit là-dessus? Comment on se rassure? Comment on s'améliore? Ça, c'est une obligation pour nous. Et plus nous ferons ça, plus nous protégerons la majorité ou l'immense majorité de ceux qui, au quotidien, font le succès de l'enseignement catholique et qu'on ne peut pas voir parce qu'on se focalise sur ce qui va mal. Et enfin, plus nous faisons ça, plus nous serons capables de répondre les yeux dans les yeux
à ceux qui mélangent tous les sujets, à tort, mais en même temps, ils ont raison d'en profiter, en disant, il n'y a pas assez de contrôle, donc vous êtes des criminels. Merci du raccourci, il est faux. Il est profondément faux. Pour autant, il va falloir leur expliquer qu'un contrôle, bon courage, un contrôle des DFIP, je voyais la ministre ce matin qui rappelle, on va développer des contrôles, on va augmenter les contrôles. Vous trouvez un criminel en 2 minutes ou en 2 jours de contrôle, vous? C'est impossible. Hein. Donc, mais nous pourrons dire ça les yeux dans les yeux à ces personnes-là quand nous aurons fait notre exégèse de cette situation. Et enfin, je suis désolé, mais nous n'avons pas à trembler dans nos responsabilités. Elles ne sont pas solitaires hein, sur ce sujet, mais nous avons une part de responsabilité en tant qu'employeur. Je vous le partage comme je l'avais écrit. Je préfère avoir un problème de droit du travail parce que j'écarte un gars après réflexion, mais je l'écarte, voilà. Parce que les prud'hommes, ce n'est pas un problème. La bataille d'adultes, ce n'est pas un problème. C'est pénible, voilà, on aimerait bien s'en passer. Mais se lever le matin en se disant, par omission, je ne parle pas de complicité, je parle d'omission, ou par un peu de mollesse, je n'ai pas voulu prendre le risque de... Et je me retrouve avec un gamin qui est abîmé à vie, ça n'est pas possible. Donc dans la balance que nous devons choisir, n'hésitons pas à poser de la rigueur là où il faut, et on vivra bien mieux. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On a à purger ce truc-là, et à ne pas esquiver la question que les victimes nous renvoient. Allez, on enchaîne avec d'autres questions. Alors attendez, il y en avait une ici, une deuxième là. Levez la main, ceux qui ont des questions à poser, que je m'organise. C'est bon, allez, à vous monsieur. Patrick Ledez, président de l'UDOGEC des Côtes-d'Armor et président de l'UROGEC Bretagne. On parle de l'IA. Est-ce que vous pensez que ce service peut devenir un service qui va nous servir au niveau des OGEC? Ça, c'est une question toute désignée pour Marie Tertrais. C'est elle qui s'y colle. Oui, grande en 2 minutes, spécialiste de l'IA. Je vous avoue que je suis comme tout citoyen. Je découvre l'outil. Je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui s'ouvre devant nous, comme on a pu connaître Internet pour nous et le découvrir. Et il ne faut pas le mettre à côté, évidemment, puisque c'est quelque chose qui est en développement et qui forcément va, on nous dit, révolutionner notre vie quotidienne. Donc forcément, les OGEC, on est obligé d'aller dans ce sens et de se saisir de cette opportunité. Et donc, c'est vrai qu'en territoire, on commence déjà un peu à former nos salariés, à faire pour qu'ils commencent à connaître l'outil, parce que c'est bon, même si c'est intuitif, il faut quand même pouvoir appréhender les choses. Et déjà, bon, il faut aller là-dessus, suivre, parce qu'aujourd'hui, on est qu'au début. Et puis, quand même, je voulais souligner, je ne sais pas si vous avez vu le stand Isidore, il ne faut pas hésiter à y aller, parce qu'ils sont en train de développer quelque chose qui est intéressant. Alors déjà, il y a le fil, alors je ne sais jamais comment ça s'appelle, le chatbot, pardon, où en fait, on va faire info Isidore, et là, 24/24, vous n'avez pas posé votre question et vous aurez votre réponse. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce que je ne sais pas, à 2 ou 3 heures du matin, on a une question sur un OGEC, c'est vrai que c'est tout de suite, donc c'est important d'aller... On peut envoyer un mail, on aura sa réponse, donc ça vous permettra de dormir, c'est bien. Et après, vous aurez aussi... Il y a quelque chose qui se développe qui va être plus du contenu, ce que j'ai compris, hein, je ne suis pas vraiment... Il faut aller voir Frédéric après, à la sortie. Et en fait, ça va s'appeler Arnaud et Isabelle, voilà. Et donc là, on cherche un territoire, en fait, pour faire une expérimentation. Et là, c'est pareil, ce sera pour créer des contenus, pour voilà, et savoir quel coût, parce que j'ai compris qu'il y avait un coût aussi. Donc voilà, c'est une expérimentation, mais ceux qui sont volontaires, ils seront les bienvenus. Frédéric me l'a rappelé, donc n'hésitez pas à aller le voir après. Merci Marie Tertrais. On enchaîne avec une question de monsieur. Vous venez d'où, vous? Normandie, peut-être? Non, pas tout à fait. Je viens de Haute-Marne, de Chaumont. Désolé pour vous. Région Grand Est. Normandie est une très belle région. C'est celle qui m'a vu naître. Vous avez une question? Oui, j'aurais voulu savoir. Donc, le secrétariat général de l'enseignement catholique donc, a lancé un sujet sur le fond de la mixité sociale.
Est-ce que vous avez du retour là-dessus, savoir un peu ce qui se passe sur le terrain, où on en est? Question pour Christine Cormeret. Oui, merci de la question. Je vais vous parler un peu de ce que je connais, c'est-à-dire du diocèse que je préside, puisque, ah oui, c'est vrai, en Seine-Maritime, on n'est pas une UDOGEC départementale, mais une UDOGEC, on parle de diocèse, puisqu'on a Rouen et Le Havre. C'est une particularité. Et donc, sur ce diocèse du Havre, on n'a pas attendu les différentes lois qui sont parues. Ça fait déjà 8 ans que nous avons mis en place les contributions différenciées, puisque c'était une volonté générale de notre diocèse. Mais par contre, avant de me lancer dans l'aventure, j'ai quand même voulu connaître la cartographie de ma population et surtout le niveau de revenus dans laquelle elle se situait, parce que l'idée, c'est de permettre à des personnes en plus de grandes difficultés financières, d'avoir des contributions moins élevées, mais il ne fallait pas non plus mettre en péril les OGEC par rapport à la mise en place de ces contributions différenciées. Donc, pour ce faire, on a analysé en fait tous les avis d'imposition qui nous ont été remis, ce qui nous a permis de faire cette mise en place. Alors attention, parce que la communication est extrêmement importante et la pédagogie de la mise en place de cette disposition est extrêmement importante, puisque nous avions fait une première tentative qui a complètement échoué, dans le sens où mauvaise communication a fait que 10 familles sont parties de l'école, donc l'objectif n'avait pas été vraiment rempli. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit on arrête tout, et on a repris une année plus tard avec la pédagogie nécessaire, et là après c'est passé comme une lettre à la poste. Alors maintenant, donc on a cette mise en place de contributions différenciées dans tous nos établissements de notre diocèse. Et en Normandie, je pense qu'il y en a aussi beaucoup, mais je vais passer la parole à Marie parce qu'elle est dans un territoire qui n'est pas du tout organisé de la même manière. Alors, déjà, c'est vrai que faire un petit focus, il y avait eu des journées de gestion, on a travaillé, enfin, il y avait eu un focus dessus. Il faut savoir qu'en France, 18%, en fait, c'était un relevé, 18% des OGEC étaient dans cette pratique-là. Donc c'est vrai que c'est encore pas complètement en territoire quelque chose de réaliste. C'est vrai qu'il y a eu des préconisations, suite, vous savez, au protocole qui avait été signé avec le ministre de l'époque, entre le secrétariat général sur les mixité sociale et scolaire. Et donc le CNEC dessus avait donné des orientations. Et c'est vrai que nous, en territoire, on s'est posé des questions de savoir comment y aller. Et c'est vrai qu'on est très disparate. Je vois rien que... Alors, je parle de forcément notre territoire, les Pays de Loire. On est 5 départements, on est 5 différents. Et donc c'est intéressant aussi d'échanger entre nous de nos pratiques. Et on a la chance d'avoir la Sarthe qui, eux, était à 75%. Et je vous invite, ils ont fait un très beau film sur le sujet pour acculturer tout le monde et qui est très intéressant. Et je crois qu'il est en ligne sur le site sur Isidore. Et ça permet aussi de comprendre la démarche et nous nourrir de ça pour y aller. C'est vrai qu'en Vendée, c'était 0%. Donc on partait de rien. Donc autant... voilà, on y va. Et je pense qu'il faut tous se poser des questions parce que c'est aussi accueillir des familles qui aujourd'hui ne se donnaient pas la possibilité de venir. Et c'est vrai qu'en baisse démographique, aussi, ça peut être intéressant pour des établissements. Merci Marie Tertré. Un complément de Pierre-Vincent Guéret. Oui, juste 3 chiffres. Hein. On part de 18%. On se donne comme cible avec le ministre une évolution de 50% de ce chiffre. Donc ça veut dire... On y va tous, là-dessus il n'y a pas de sujet, mais on y va en rythme et en méthode.
Et sur ce point-là, nous n'avons pas fait de photos à date d'aujourd'hui. Elle viendra, parce que ça prend du temps, de photos sur l'état d'avancement, voilà, pour répondre à la question du chiffrage global et de l'état d'avancement. On n'a pas la photo, on le travaillera à la FNOGEC avec le secrétariat général pour dire là où on en est. Merci. Alors une question de la Guadeloupe qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Oui, bonjour, Willy Francillette, Hydrogec Guadeloupe. Alors j'avais une question concernant le versement du forfait communal. Notamment, alors c'est vrai que M. Tellier hier expliquait que dans sa commune ça se passe très bien, hein, et nous aussi nous avons des communes où ça se passe bien, où même on perçoit l'ensemble du forfait est versé pour toutes les communes. J'aimerais savoir quelle est la meilleure approche stratégique pour négocier auprès des communes des enfants non résidents pour pouvoir revendiquer une dotation complémentaire, d'autant que nous avons des communes où il y a une zone d'activité importante, donc beaucoup de parents scolarisent leurs enfants dans les écoles privées ou à proximité de leur lieu de travail. Donc j'aimerais un petit peu connaître votre avis pour avoir la meilleure approche stratégique pour revendiquer des dotations complémentaires. Merci. Merci, c'est Pierre Vincent qui va vous répondre. J'aime bien désigner des volontaires comme ça. Non, mais c'est une question fondamentale. On a parlé hier, on a distingué les niveaux de problématiques et autres. Celle-là, elle est fondamentale et non négociable. Pour autant, elle n'est pas dans la loi. Donc, le premier sujet, c'est l'objectivation au niveau communal, diocésain, régional, national. Il faut qu'on tape tous dans le même sens là-dessus. L'un d'entre nous, vous ne voyez pas dans la salle, mais à Chartres, là, Pierre Lenné a résumé le sujet en disant un élève, un enfant, un forfait. Voilà, point. Trouvons un slogan, je ne sais pas si c'est le plus pertinent, mais qui dit ce que ça veut dire. Je choisis, moi parent, je choisis l'enseignement catholique, la gratuité est posée dans la loi, et après on commence à rentrer dans les sous-parties. Ah oui, mais tu n'habites pas du bon côté de la frontière de la commune, désolé si la vie, voilà, donc tu n'es pas dedans. Et là, on nous renvoie. Et comme nous sommes pudiques, on nous renvoie cette charge qui pèse 20 à 30% en moyenne d'économie. Hein. Quand on parle d'économie sur l'État, c'est que nous n'avons pas le moyen de revendiquer par là l'égalité. Il y aurait un moyen très simple, là, ça serait de dire le libre choix des parents se traduit par un chèque donné aux parents, ils choisissent où ils vont. Voilà. Parce qu'accessoirement, le parent est aussi contribuable, et donc il paye d'un côté, puis après, nous, on va lui présenter la facture, il paye de l'autre, il paye deux fois la même chose. Hein. Donc, ce discours-là, mais qu'il faut encore plus simplifier que ce que j'évoque, est un discours politique qu'il faut que l'on relaye. Et il y a là-dessus un travail des services de la FNOGEC pour fournir les munitions. Les munitions, c'est quoi? C'est voilà le montant qui échappe par la réglementation actuelle. Et en général, ce montant, si je me souviens d'un travail qu'a fait l'ASREC en Eure-et-Loire, correspond au non-investissement dans l'immobilier. C'est binaire, c'est compréhensible. Vous l'avez bien vu hier, quand on présente des chiffres à des élus, quels qu'ils soient, les mecs sont intelligents. Ils vous disent « je ne comprends pas, je ne savais pas ». Vous mettez la carte de France des forfaits communaux qui vont de 100 balles à 2500 €, alors que la moitié de ça, c'est du point fonction publique. On vous dit « mais c'est pas logique ». Oui, c'est pas logique, mais c'est ce que vous pratiquez. Donc nous avons un militantisme à faire à tous les échelons pour dire... 1, ça n'est pas normal. 2, il se trouve que les textes, vraisemblablement, vous permettent d'éviter cette question. Eh bien, les textes, ça change, premièrement. Et deuxièmement, en attendant que les textes changent, parce que la relation avec la collectivité est bonne, nous décoinçons, et là, on rentre dans une logique de demande de subvention. Le meilleur vecteur pour ça, mais les présidents sont là, ce sont les parents d'élèves incarnés par l'appel. C'est eux qui portent le sujet. Nous, on est des cuisiniers techniques, on doit fournir le financier et le juridique. Ce sont les parents qui disent bah, « écoute, je suis électeur chez toi, hein, je t'économise la scolarité de mon enfant parce qu'on va dans la commune d'à côté, discute avec le maire d'à côté. » Et si vous n'arrivez pas à vous entendre, il y a un petit sujet, ça s'appelle l'intercommunalité scolaire. On remonte d'un cran et on a plus large. Nous n'avons pas l'arme juridique, nous avons l'arme de la pédagogie. Et je rappelle un point que je redirai peut-être, qui est, je pense, dans la tonalité de ces journées. Nous ne revendiquons pas pour l'enseignement catholique plus que ce que le droit donne. Nous ne demandons pas du droit en plus. Ce n'est pas notre culture et ce n'est pas ce que nous faisons. Nous demandons l'application du principe constitutionnel qui dit liberté éducative,
égalité de traitement, gratuité. On demande que ça. Et dans la commune la plus sympa de France, nous sommes quand même en dessous du coût réel. Et c'est là que j'accueille les contrôles CRC pour les communes, les contrôles des DEFIP, qui, dans ceux qu'on a aujourd'hui, disent tous il y a une insuffisance du financement public. Notre réponse sera un jour, tu as voulu nous contrôler, on l'accepte parce qu'on est français et qu'on accepte la réglementation de l'État, ça c'est consubstantiel à notre fonctionnement. Tu m'as contrôlé, tu as écrit que tout allait bien et qu'il y avait une insuffisance de financement, maintenant on va reprendre le sujet dans l'autre sens. C'est la DDFIP a marqué le forfait est insuffisant, merci beaucoup, on revient vous voir. Les contrôles CRC ont dit la dépense d'un élève, on en a 3 en Auvergne-Rhône-Alpes qui viennent de sortir à Noël. Ils calculent les annexes des communes, ils sortent un coût de l'élève, on est entre 2005 et 2700 euros. Le maire le plus sympa de ces communes était à 1800 euros de forfait. On va lui apprendre quoi? Qu'il était très sympa et encore en dessous de la réalité. Nous sommes toujours en dessous de la réalité. Donc ça, il faut charger avec la sympathie qui est la nôtre. Mais les chiffres sont les chiffres. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Willy. Excusez-moi, je me permets d'appeler parce que en partie, on s'est découvert en OGEC, mais que ça fait 20 ans qu'on s'est croisés professionnellement. Jean-Christophe, très rapidement. 10 secondes simplement. N'hésitez pas à aller sur les sites publics des chambres régionales des comptes. Il y a en tout cas en Rhône-Alpes, mais peut-être sûrement ailleurs, toute une salle de contrôle, de compte-rendu public où il y a en volet à la fin de l'étude de la commune. Il y a très souvent maintenant des zooms sur le coût de revient de la scolarité d'un gamin dans le public. Donc ça nous donne des munitions là pour le coup. C'est pas un droit en plus, mais il y a des chiffres illustratifs pour aller peut-être négocier le bout de gras d'une rallonge. Là, on ne parle pas de ceux de l'extérieur, mais d'une rallonge éventuelle par rapport au forfait pratiqué. Merci. Question pour vous. Bonjour, Georges Chardonneau, UOGEC ex-en-Provence d'INGAP. Pardon. On nous demande de nous rapprocher d'un IPS pour montrer une ouverture sociale. Je voudrais savoir si vous pouvez nous préciser quel IPS, comment il est calculé, est-ce qu'il est national, est-ce qu'il est local, est-ce qu'il est départemental, pour que l'on sache de quoi il faut se rapprocher. Stéphane, qui n'a peut-être pas été beaucoup mis à contribution, d'abord peut-être nous rappeler ce que veulent dire les 3 lettres IPS. Indicateur de positionnement social. Alors c'est un indicateur qui a été créé par l'ADEP. Alors l'ADEP, c'est la division de la prospective au ministère de l'Éducation nationale. Et c'est un indicateur de pilotage qui croise énormément de données sociales et culturelles sur les 2 parents. Et en fait, c'est un indice qui calcule en fait la capacité à réussir d'un élève en fonction de son environnement social. Alors c'est pas parce que souvent on en fait un indicateur qui est fondé en fait sur les capacités financières des parents. C'est pas tout à fait ça. La preuve en est que les enseignants sont classés comme des gens ayant un IPS très haut, alors qu'en fait les enseignants ne sont pas milliardaires, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça se saurait. Il y en aurait plus déjà. Mais on considère que les fils d'enseignants ont plus de capacité à réussir en fonction justement de leur environnement social. Alors l'IPS, c'est une vraie question, d'abord parce que... alors déjà, en fait, l'IPS d'établissement, c'est un faux problème, parce que il n'y a pas d'IPS d'établissement, ça n'existe pas, parce que ce sont des IPS individuels, ce sont des IPS d'élèves. Ça veut dire que les IPS d'établissement sont des moyennes. Mais en fait, les moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, il faut regarder les écarts types. Parce qu'on peut avoir des IPS très hauts, mais avec des écarts types très élevés. Ça veut dire que nos établissements peuvent avoir un IPS haut, mais accueillir des enfants qui sont boursiers ou qui viennent de zones d'éducation prioritaire, etc. Après, nous, on n'a pas tellement de... Ce sont les familles qui viennent vers nous, donc c'est compliqué de vouloir faire baisser les IPS. Même dans le public, ils ont le même souci. Hein, selon les secteurs et la carte scolaire, c'est un peu compliqué. En fait, sur les données sociales, il faut croiser plein de données. Il y a une très bonne application du ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Archipel, qui donne plein d'indicateurs de pilotage aux chefs d'établissement sur les cohortes d'élèves, sur les taux de réussite, etc. Et en fait, il faut croiser énormément de données, donc les taux de boursiers, les élèves qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville, alors l'IPS et les écarts d'IPS.
Et c'est à partir de ça que l'établissement peut dresser en fait un petit peu une cartographie de son public. Et en fonction de ça, se donner des axes de progression. Si on constate par exemple qu'on n'a pas suffisamment de boursiers, mettre en place des stratégies qui vont permettre d'accueillir plus de boursiers. Je vais prendre un exemple précis parce qu'avant j'étais dans le 95. Dans le 95, il y a un petit îlot qui s'appelle Enghien-les-Bains, qui est très, très préservé, avec un niveau de vie très, très élevé, un IPS très élevé. Et on avait un très gros établissement là-bas, avec un IPS très élevé. Et en fait, Enghien-les-Bains est collé au 93, à Épinay-sur-Seine. Et en fait, on s'aperçoit en allant regarder les chiffres, donc en dépassant simplement l'IPS lui-même, que c'est un établissement qui accueillait énormément d'élèves issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui étaient sur Épinay, juste à côté. Ce que ne faisaient pas les établissements publics, puisqu'il y a une carte scolaire, et que ces élèves, du coup, ne vont pas dans les établissements publics. Donc, vous voyez, c'est plus complexe que ça en a l'air, et il faut sortir, en fait, des simplifications excessives sur l'IPS. Il faut aller fouiller dans le moteur, regarder. Il n'y a pas de réponse modélisante ou générique. C'est à chaque établissement d'aller regarder en fonction de son propre public. Stéphane, pour compléter sur la question de l'IPS, c'est la question sommes-nous privilégiés? Le moyen de comparer le privilège, entre guillemets, c'est un indicateur brut. Ce que disent les statistiques, c'est que nous avons proportionnellement par rapport au public plus d'IPS élevés, donc nous sommes riches, point. À partir de là, 3 sous-questions. La première, c'est quoi intégrer des élèves? Avoir un paquet groupé d'élèves identiques, d'IPS bas, ou avoir un écart type profond, parce qu'il est sain que dans un établissement, et encore plus dans un établissement de l'enseignement catholique, nous croisions l'ensemble des classes sociales. Et dans ce cas-là, on devrait plutôt avoir un indicateur de type écart type, la capacité à prendre tout le monde. Ça, c'est plus intéressant, ça n'est pas l'indicateur qui est retenu. Deuxièmement, l'IPS lui-même, excusez-moi de faire 2 secondes de politique, c'est une connerie profonde. Pardon, oui, je dis c'est une connerie profonde à 2 niveaux. Premièrement, l'outil lui-même caractérise la personne. Donc c'est une conception marxiste de l'individu qui consiste marxiste au sens noble, c'est-à-dire au sens de la réflexion de Marx, qui dit vous êtes déterminé par la profession et par le milieu social. Et donc, comment on détermine? Je te classe. Tu l'as redit sur la question, l'enseignant vaut 157 points, la femme seule vaut 30 points, le mec sans emploi vaut 60, parce qu'il a fallu traduire dans les... Et cette conception-là, elle est mathématiquement intéressante, mais structurellement stigmatisante, puisqu'elle ne juge pas l'enfant, mais son milieu, et elle dit au milieu, voilà, je te classe en fonction d'une valeur accessoirement déclarative. Ça, c'est quand même une conception, quand on creuse, qui renvoie à un principe philosophique, qui est enfermons-nous les gamins dans ce que sont leurs parents et déterminons-nous les moyens que nous donnons à ces enfants dans ce que sont leurs parents. Vous voyez, moi, ça me pose un problème de principe. Après, il ne faut pas utiliser mes arguments pour esquiver la question, parce que c'est une vraie question de faire de la mixité. Mais cet instrument-là, il n'est pas bon. En tout cas, il est dogmatique. Et on a le droit de réfléchir face à ces indicateurs. Merci. Et on retiendra que c'est une connerie, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui sont intéressantes à prendre en compte. Merci. À vous. Bonjour, Guillaume Duparc, président de l'UDOGEC de Charente-Maritime et président de la Fondation Saint-Mathieu pour le Limousin, Poitou-Charentes. Je répondrai juste à une question, la première question qui a été posée au niveau de la Fondation Saint-Mathieu. Depuis 2 ans environ, nous incluons dans le COMEX, le comité exécutif, les propriétaires immobiliers, les membres des appels départementaux. On demande à ce qu'il y ait un représentant des appels et un représentant des UDOGEC. Ce qui fait que ça grossit un peu notre COMEX et ça permet une interaction plus grande et de récupérer parfois des bénévoles au niveau de nos UDOGEC après. Mais ma question n'était pas là. Ma question était concernant le bulletin numéro 3, le casier judiciaire bulletin numéro 3, qui pourrait être demandé, puisqu'il est demandé au personnel OGEC, il est demandé aux enseignants. Est-ce que nous ne pourrions pas inclure dans la charte des membres administrateurs des OGEC la demande du bulletin numéro 3 ? J'ai commencé à en parler avec mes directeurs diocésains.
qui trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, la balle est dans votre camp. Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons faire, devons faire, et ce bulletin, en fait, ne serait pas à destination des UDO, mais bien des chefs d'établissement, ce qui garderait le caractère confidentiel. Merci. Votre question suscite un certain nombre de rumeurs dans la salle. Qui veut répondre sur cette question? Peut-être Philippe Delorme? C'est Philippe Delorme qui va répondre. Bonjour à chacune et à chacun. Excusez-moi, mais en réalité, Elisabeth Borne ayant fait des déclarations dans la presse aujourd'hui, c'est un peu compliqué, donc j'interviens sur France Inter tout à l'heure. Mais à propos du casier judiciaire, nous avions fait passer une note il y a 1 an et demi. Et là, il ne s'agit pas du B3, mais du B2. Il y a 1 an et demi, sur une recommandation, avec un accord qu'on avait avec le ministère de l'Éducation nationale, pour que toute embauche, pour les profs, il n'y a pas de souci, hein, c'est le ministère qui fait son travail, enfin c'est les rectorats qui font leur travail, qu'avant toute embauche d'un personnel OGEC, on sollicite le rectorat, et donc c'est au chef d'établissement de le faire, pour que le rectorat interroge les services des casiers judiciaires, et la réponse du rectorat, c'est soit oui, soit non, point. On n'aura jamais le B2 d'un salarié, c'est illégal. Lors de l'entretien récent que j'ai eu avec la ministre, j'ai évoqué cette question, notamment parce qu'on règle le problème du flux, pardonnez-moi de parler comme ça de personne, mais c'est pour que ça soit explicite, et pas celui du stock. Et que statistiquement, sur les 80 000 salariés que nous avons, il est à craindre que quelques-uns, sans doute une poignée, ne soient pas dans les clous. Donc on va rééditer une note, une décision qui sera prise en CP à la prochaine CP, de rendre obligatoire la demande de casier judiciaire B2 par l'intermédiaire du rectorat pour les nouveaux entrants. Je ne parle pas du bénévole, c'est encore autre chose. Et en ce qui concerne le stock, si on balance 80 000 noms au service du casier judiciaire, on fait exploser le service des casiers judiciaires. Donc on est en train de travailler avec le ministère pour commencer par les lieux à risque, c'est-à-dire notamment les surveillants d'internat. Se pose aussi la question, bien entendu, et là ça touche aussi les bénévoles, l'autre lieu à risque, comme j'ai peut-être évoqué, je ne sais plus à qui je parle en ce moment, donc l'autre lieu à risque qui concerne les voyages scolaires. Voilà. Et là se pose la question pour le coup de certains bénévoles qui peuvent accompagner, mais là l'affaire n'est pas résolue. Donc ça sera une procédure obligatoire pour toute embauche de nouveaux salariés. On doit adresser le chef d'établissement, parce que c'est vraiment le chef d'établissement, doit adresser au rectorat une demande d'analyse du casier judiciaire, c'est oui ou c'est non. Je pense. C'est clair? Merci. Pierre Vincent, un petit mot de complément? Un complément, parce que ce que Philippe pointe est une réalité dure et fondamentale. Il y a une évolution que peut-être le ministère de l'Éducation nationale découvrira quand il interrogera ses collègues, puisque cette pratique existe dans le médico-social, et la question de la submersion des instances de contrôle par des B3 appelant un contrôle de B2, elle existe et elle a fait l'objet de beaucoup de problèmes dans le secteur médico-social qui est encore plus à risque. Est en train de se mettre en place d'un point de vue très technique en ce moment, sur le premier semestre, tous les employeurs du médico-social qui sont plus gros et associatifs comme nous, bénéficient d'un truc que l'État vient d'inventer qui s'appelle le certificat d'honorabilité, qui est une facilitation puisque c'est la personne elle-même qui, fournissant les quelques éléments, date de naissance, lieu, etc., de son B3, obtient un QR code sur une centrale ministérielle qui elle-même interroge toute seule le B2 et le FIGES. Donc en fait, on ne peut plus dans le médico-social, la vague est en train de passer, la deadline c'est le 1er juillet, donc techniquement c'est une facilitation, puisque l'employeur va s'épargner l'interpellation ministérielle qui prenait un temps fou, qui passait par tel ou tel ministère. Il n'embauchera pas le gars qui ne dispose pas de ce qu'on appelle cette attestation d'honorabilité, mais qui vaut contrôle. Et un point de suggestion, passant toujours par le chef d'établissement,
qui est, puisque c'était la question que vous posiez, des bénévoles au GEC. Moi, mais c'est une proposition. Le bénévole au GEC n'a pas une fonction d'éducation, il n'a pas une fonction de proximité avec les enfants. Qu'est-ce que ça coûte aux bénévoles qui s'engagent dans un OGEC de fournir au chef d'établissement cette fameuse attestation d'honorabilité? Nous ne sommes pas concernés, a priori, voilà. Mais nous donnerons un signal institutionnel qui est de dire nous sommes prêts, notre engagement vaut, et nous n'avons pas un plan caché. Or, on sait que tout criminel viendra vers une institution où il y a des enfants. Nous n'avons pas de plan caché puisque notre engagement, nous nous soumettons volontairement à ça. Ça ne coûte pas grand-chose, le symbole est très fort. Je pense qu'une institution qui dit nous contrôlons tout, bah, le type qui veut rentrer, il va s'éloigner s'il pense que vous allez être contrôlé. Et là, il y a un symbole qui, pour moi, est une évidence même. Merci Pierre-Vincent Guéret. Alors la dernière question, madame, la Guyane, non? La Martinique, encore à côté. Bonjour, je suis Dominique Bonnard, je suis présidente de l'OGEC du Morne-Rouge. Ma question concerne le forfait communal. Donc dans la commune, le maire ne paye plus le forfait depuis quelques années. Et quant à la revalorisation du forfait qui a eu lieu depuis quelques années, on est toujours en négociation au niveau de la direction diocésaine. La particularité, c'est que le maire était ancienne directrice du couvent. Donc c'est assez compliqué pour nous, donc on aimerait un petit peu savoir, avant une judiciarisation de cette affaire, savoir quelle stratégie un petit peu aborder. Voilà. Oui, alors vous pointez pas facile, Pierre-Vincent, et peut-être d'autres. Pointer du doigt une situation qui est, pour moi, toujours une grande surprise de voir que nous sommes une instance de participation qui permet à certains d'entre nous de déployer des talents utiles en politique, et que quelques-uns franchissant la barrière, et donc quittant l'enseignement catholique pour rester en position propre, enfin sans conflit d'intérêts, se retournent contre l'institution pour laquelle ils ont milité et s'achètent une virginité en tapant dessus. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Tous ceux qui sont dans la salle, a priori, croient en l'enseignement catholique et l'aideront toujours, quelle que soit leur fonction. Donc, vous voyez. Après, il y a un truc basique. Le forfait est une obligation. Le préfet doit se charger de rappeler au maire. Et la Martinique est une terre française républicaine. Donc, a priori, la loi s'applique partout, dans tous les sens, en soutien comment. Et donc, les circonvolutions pour expliquer, bah non. Hein. Puis, il y a un tribunal administratif pour accélérer les choses. C'est dommage d'en arriver là, mais bon, on fait une fois, 2 fois, je t'explique, 3 fois, voilà. C'est pas pour nous, c'est pour des enfants, ça s'appelle l'équité. Le droit s'applique, dura lex, sed lex. Hein. Donc, une démarche auprès du tribunal administratif pour essayer de forcer la main de cette ancienne directrice. Pardon? D'accord. Le préfet. Le préfet et ensuite le tribunal administratif. Le préfet, et puis peut-être par hasard, comme un certain nombre de collectivités martiniquaises, en fait, elles sont déjà sous tutelle préfectorale, donc a priori, le préfet devrait accélérer son déplacement. C'est pas très loin d'aller de Fort-de-France à Morne-Rouge. Merci. Soit dit en passant, je fais un complément, parce que nous avons la grande chance d'avoir des collègues ultramarins. Je pense que c'est important aussi. En nombre. En nombre, en qualité. Vous voyez, pour nos élus qui étaient présents hier, nous représentons l'entièreté du paysage français. Et c'est important que vous vous exprimiez aussi, enfin Sandrine, tu le sais bien, cette réalité de la France dans toute son entièreté, tous les Outre-mer compris. Voilà. Merci. Merci à tous les 5.